Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de l'Arabie Saoudite. Un homme, un seul, est en train de marquer une rupture sans précédent. Il s'agit du prince héritier Mohammed Ben Salman. En quelques jours, il a fait savoir à son peuple et au monde entier qu'il tenait les rênes. Purge historique parmi ses opposants, modernisation du royaume. On est avec lui ou contre lui. Mais jusqu'où ira-t-il pour asseoir son pouvoir? Car son obsession, c'est l'ennemi chiite iranien. Sommes-nous au bord d'un conflit armé entre les deux grandes puissances de la région? Nous posons toutes ces questions à nos invités dans un instant. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Dominique Padis à Olivier Babot. Nous reviendrons sur ce scandale des Paradise Papers. 18 mois après celui des Panama Papers, le consortium international des journalistes d'investigation sort de nouvelles révélations sur des pratiques fiscales plus que douteuses. Douteuses mais pas complètement illégales, immorales peut-être. C'est tout l'enjeu du débat qui devient politique et qui fait réagir beaucoup d'élus. Vous les entendrez dans un instant et nous en débattrons sur ce plateau. Enfin, l'entretien du jour, nous recevons Jean-Louis Etienne. Il vient nous présenter ce livre, Dans mes pas, où il fait part des bienfaits de la marche. Mais l'explorateur nous parlera aussi et surtout des conséquences du réchauffement climatique qu'il a lui-même observé lors de ses expéditions. La COP23 vient de s'ouvrir à Bonn sur fond de discours alarmants de l'ONU. Les promesses de l'accord de Paris sont-elles déjà mortes et enterrées? Il nous donnera son avis. Mais d'abord, l'Arabie Saoudite et la mutation qui est en train de s'opérer. Aux manettes, MBS, Mohammed Ben Salman, devenu prince héritier en juin dernier. On le surnomme déjà le prince de fer. Que sait-on de lui exactement? En quoi est-il en train de devenir l'homme fort de l'Arabie Saoudite? Le point avec Cécile Sixou. C'est une tradition. Au royaume de l'or noir, on ne rigole pas avec les règles de succession. Mais depuis 2 ans, un grain de sable s'est glissé dans cette mécanique bien huilée. C'est Mohammed Ben Salman, dit MBS. Le fils prodige du roi a tout fait pour être désigné prince héritier au lieu du neveu et il a pris sa place en devenant en juin dernier successeur du trône. Premier coup d'éclat et coup de jeune en Arabie Saoudite. À 32 ans, le nouveau dauphin veut tout changer dans son pays, à commencer par la société, islam plus ouvert, liberté des femmes, développement des loisirs, une révolution culturelle pour transformer l'économie du pays. Le jeune loup le sait, l'Arabie Saoudite ne pourra plus compter sur le pétrole à l'avenir, il faut attirer les investisseurs étrangers. Mais sous les apparences d'ouverture se cache en réalité un homme autoritaire. Pour asseoir son pouvoir, ce jeune ambitieux n'a pas hésité à neutraliser ses opposants. Il a lancé une purge le week-end dernier. 40 personnalités publiques ont été arrêtées. Couper les têtes, mais aussi concentrer les pouvoirs. À la fois ministre de la Défense, vice-premier ministre, il s'occupe également de l'économie et est responsable de la politique pétrolière. Pas étonnant que son autre petit nom soit Mr. Everything, Monsieur Tout. Et avec nous, pour aller plus loin sur ce plateau, Myriam Benrad, bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe, professeur en sciences politiques à l'université de Leiden aux Pays-Bas et auteur de L'État islamique pris au mot. Frédéric Ancel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po et auteur de Mon dictionnaire géopolitique. Thierry Coville, chercheur à l'IRI, spécialiste de l'Iran, auteur de L'économie politique de la République islamique d'Iran. Enfin, Qatar Abou Diab, bonsoir à vous également, politologue, spécialiste du Moyen-Orient et enseignant à l'université Paris-Sud. Le défi ce soir, c'est d'essayer d'être simple et clair sur des questions extrêmement complexes. D'abord, ce Mohammed Ben Salman, il se livre à une purge officiellement anti-corruption. Est-ce qu'en fait, il est en train de chercher à asseoir son pouvoir, Myriam Benrad? Oui, alors c'est d'autant plus le cas qu'il est jeune, tout de même. Il a 32-33 ans. Il a 32 ans. 32 ans. Il est jeune, il fait partie donc de cette génération saoudienne qu'on connaît moins finalement, parce que il faut aussi bien dire que cette succession, c'est un fait générationnel. Il veut moderniser le royaume et évidemment faire en sorte qu'aucune opposition ne l'arrête dans cette entreprise réformatrice qui est la sienne. Donc oui, évidemment, le phénomène de la corruption étant un prétexte, un thème populiste, en tout cas un thème qui fait parler, qui lui attire des sympathies. Il profite évidemment de cela, de ces accusations pour faire le ménage. C'est un peu ce qu'il essaie de faire, mais c'est aussi pour contrer, tout de même,
les potentiels, comme je l'ai dit, rivalités et opposition à ce programme qui est le sien. Et il a tout de même des ambitions, on le voit, très, très importantes dans la durée, en termes de réforme, en termes aussi d'imposition d'un pouvoir beaucoup plus personnalisé. Alors justement, pour nos téléspectateurs, je vais préciser quelques points. Il est en train d'opérer plusieurs mutations parallèles, mutations politiques, mutations économiques pour sortir le royaume de la dépendance du pétrole et une mutation sociologique qui nous parle à nous, occidentaux, puisqu'on parle maintenant de femmes qui vont pouvoir conduire. Nicolas Sarkozy, qui était à Riyad il y a quelques jours, a parlé d'un tsunami, d'un moment historique. Frédéric Ancel, est-ce que le mot tsunami est juste? Alors, c'est un moment historique si cela se poursuit. C'est-à-dire que pour la première fois depuis la création du royaume en 1932, on a une telle purge. C'est la première fois que ça s'est produit comme ça, même si l'Arabie Saoudite est un État déjà ultra autoritaire. Donc prince de fer, oui, enfin ses prédécesseurs étaient des princes et des rois de fer. Bon. Mais effectivement, si on poursuit non seulement dans la rhétorique, parce qu'il va quand même très loin, mais dans les gestes vis-à-vis d'opposants éventuels, mais également vis-à-vis, je pense qu'on va y revenir, de l'Iran et d'autres puissances de la région, alors là, pour le coup, tsunami, pourquoi pas, en tout cas un véritable bouleversement qui pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble de la région. J'ajoute un point, si vous le permettez, c'est que ce prince est certainement très humaniste et tout à fait anti-misogyne et tout ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse en tant que géopolitologue, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Pourquoi il le fait et pourquoi maintenant? Or, je prétends que depuis plusieurs années déjà, l'Arabie Saoudite est aux abois. C'est un régime qui a peur et qui a peur de la montée en puissance authentique de l'Iran et de ses alliés chiites dans la région. Et par conséquent, il faut non seulement s'assurer, effectivement, à 32 ans seulement, un pouvoir, j'allais dire, absolu, et asseoir une espèce de détermination et la démontrer, cette détermination, mais surtout continuer à attirer l'intérêt au sens ambivalent du terme, les investisseurs occidentaux. Pensez bien que les Saoudiens, pendant 8 ans, ont eu une peur panique que Barack Obama quitte définitivement l'alliance avec l'Arabie Saoudite. Alors ça, c'est pas fait. Mais en même temps, Obama était beaucoup plus éloigné que ses prédécesseurs vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Et là, on a eu réellement très peur. On a senti passer le vent du boulet, d'où, entre autres, mais on pourra y revenir, la guerre ratée d'ailleurs au Yémen, d'où la montée de tension, parfois voulue, parfois organisée tout de même, par Riyad vis-à-vis de l'Iran et de ses alliés dans la région. Et donc aujourd'hui, il faut montrer aux Occidentaux que les femmes vont pouvoir conduire, qu'il y a des cinémas, qu'on prône un islam bien sûr ouvert, modéré. Le wahhabisme, il a employé le mot. Il l'a employé. Tout ça, c'est aussi, pas seulement, mais aussi pour plaire aux Occidentaux. Qatar Abou Diab, c'est du marketing? Non, pas seulement du marketing, c'est un fait générationnel, mais aussi c'est un constat que les changements en Arabie Saoudite, il y avait beaucoup de retard. Il y a un retard à rattraper. Lui-même, il a parlé de ça, MBS, un retard de 30 ans. Lorsqu'on voit Dubaï à côté, par exemple, rien à voir. L'Arabie n'a pas profité de la période de bons prix de l'or l'or noir. L'Arabie, oui, l'Arabie, elle est plus ou moins encerclée par l'Iran. L'Iran est un pays agressif dans la zone. L'Iran, c'est un pays qui intervient au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen, au Bahreïn. Et l'objectif n'a jamais été Israël comme l'Iran prétendait. Il y avait les bataillons de Jérusalem. Mais en même temps, il y avait aussi cette intention de vouloir, à travers l'unification de l'Umma, à travers l'unification des sunnites et des chiites, d'aller après plus loin. Donc, face à ça, lui, il a parlé, Mohammed Ben Salman, qui depuis 1979, il y avait un blocage, mais il y avait aussi une montée des extrêmes, une montée d'une version de l'islam qui ne correspond pas à la réalité. Donc là, il y a ces paris. Ce pari n'est pas un pari assuré, c'est un pari, il y a des risques dans ce pari, mais il y a un pari, c'est la modernisation du royaume, une ouverture sociale, mais sur le plan économique, simplement, il y avait une nécessité de faire un audit, d'arrêter la corruption, car il voulait par exemple privatiser Aramco, et on ne peut pas privatiser Aramco s'il n'y a pas une situation financière saine. Il voulait faire des projets, il n'y a pas de finances nécessaires. À un moment donné, les deniers publics étaient confiés avec les deniers personnels des membres de la famille royale. Le prince héritier Abdallah, puis le roi Abdallah, et maintenant le prince héritier MBS, tentent de faire de l'Arabie Saoudite un État normal comme les autres. Ce n'est pas si évident, mais c'est une nécessité, c'est une obligation. Thierry Coville, c'est vrai qu'il y a cette dépendance au pétrole dont veut sortir ce MBS, Mohammed Ben Salman.
Oui, ça ne va pas être simple. Pour confirmer ce qui vient d'être dit, c'est facile de dire qu'on veut diminuer la dépendance pétrolière. Malheureusement, il n'y a quasiment pas d'exemple historique de pays qui sont aussi dépendants du pétrole. Il faut rappeler que les exportations pétrolières, ça représente, je pense, 90% des exportations de l'Arabie Saoudite et au moins 90% de ses recettes fiscales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir privatiser, mais il faut avoir un vrai secteur privé qui ne soit pas rentier. Il va falloir trouver des points de compétitivité pour exporter. Il va falloir augmenter les impôts. Et on sait que quand on commence à augmenter les impôts dans n'importe quel pays, il y a la question de la légitimité du pouvoir qui se passe. Et puis il y a la question de la relation entre économie de marché et, on vient d'en parler un petit peu, de démocratie. L'économie de marché, c'est pas simplement privatiser une reprise en bourse. C'est aussi avoir des syndicats, c'est avoir une presse libre, c'est avoir un secteur privé autonome. Se pose aussi la question d'ailleurs un petit peu comme en Iran, c'est jusqu'à quel point on peut laisser un secteur privé autonome, parce qu'un secteur privé puissant économiquement, ça veut dire aussi puissant politiquement. Donc, je vous dis, il n'y a pas d'exemple. Mais il y a les modèles chinois. Alors franchement, écoutez, je pense que le modèle chinois, c'est même pas valable. Déjà, on verra ce qui va se passer en Chine. Donc, si vous voulez, et je sais qu'en Iran, on en parle aussi, mais je suis très, très sceptique sur l'applicabilité du modèle chinois en dehors de la Chine. Alors, ce prince sunnite est en tout cas obsédé par les ambitions régionales du rival chiite iranien, signe de la tension extrême entre les deux pays. L'armée saoudienne a neutralisé samedi dernier, au-dessus de sa capitale, un missile tiré depuis le Yémen, et le royaume wahhabite a aussitôt dénoncé, je cite, un acte de guerre de la part de l'Iran. Bon, on entendra Mohamed Ben Salman dans quelques minutes. Vous avez suivi évidemment ce dossier. Pourquoi ces accusations? Est-ce qu'elles sont fondées? On a une surenchère actuellement des deux côtés. Enfin, ça fait en fait plusieurs années que ça dure. Je pense que ça a commencé il y a 15 ans. Là, il y a eu un cap de franchi ce matin. Les mots de Mohamed Ben Salman sont extrêmement forts. Il y a un cap parce que le style de Mohamed Ben Salman, est ce qu'il est. Bon, on l'a vu sur d'autres thèmes. C'est effectivement quelqu'un qui se met en avant, qui met les ambitions saoudiennes au niveau régional en avant. Mais cette quête d'hégémon régionale, elle n'est pas nouvelle. Ça fait quand même un certain nombre d'années que l'Arabie saoudite essaie de se positionner dans un contexte marqué par cette ascension de l'Iran, qu'on le veuille ou non, qui est une réalité sur un certain nombre de terrains, l'Irak, la Syrie, la guerre au Yémen, qui a ses propres dynamiques, mais qui est instrumentalisée par les deux poids lourds régionaux dans cette guerre d'influence qu'ils se livrent. Il n'est pas étonnant qu'au dossier, je dirais, intérieur, donc ces réformes qu'il veut engager, eh bien, se joigne une ambition régionale à la mesure de la vision qu'il a de l'Arabie, en réalité, pour les prochaines années. Et encore une fois, ça va aller, à mon avis, crescendo, parce que les Iraniens, eux, continuent, poursuivent cette logique d'ancrage profond dans un certain nombre de pays de la région. Et c'est une stratégie qu'il a l'air depuis très longtemps, en fait. Donc l'Arabie saoudite va certainement aujourd'hui, à présent, essayer d'approfondir aussi ses leviers. Et on le voit déjà avec les communautés sunnites au Moyen-Orient. On a vu effectivement le cas du Liban dans les derniers jours, mais c'est partout le cas. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite essaie aujourd'hui vraiment de mettre davantage le pied dans un certain nombre de crises pour provoquer cet effet de levier. Frédéric Ancel. Nous assistons à une véritable guerre froide entre l'Arabie saoudite d'une part, l'Iran d'autre part. Et au-delà de ça, l'Arabie saoudite est son axe sunnite, donc ses alliés en quelque sorte, et l'Iran et ses alliés. Dans les années 50, 60, 70, il n'aura échappé à personne ici que les soldats américains et les soldats soviétiques ne se sont jamais battus entre eux. Là, je suis très optimiste sur le fait que l'Iran et l'Arabie saoudite ne se feront pas la guerre. D'abord parce qu'on n'attaque pas l'Arabie saoudite soutenue et protégée par les États-Unis. Ça n'a pas de sens. Pour vous, c'est une certitude. Pas de conflit armé. J'en suis convaincu. Cela dit, ce qui vient de se produire avec ce missile qui, attendez, pour la première fois depuis les années 30, le royaume des Séouds est frappé de l'extérieur. Et pas de n'importe où. Du Yémen, où l'armée saoudienne est enlisée. Ça lui coûte extrêmement cher à l'Arabie saoudite, cette guerre ratée. Elle a commencé d'ailleurs pour démontrer, et c'est un comble, aux Américains et aux Européens, qu'eux aussi savaient faire la guerre dans la région. Bon, ben là, pour le coup, pour l'instant, c'est raté. Et pourtant, un missile est capable aujourd'hui, à partir de l'Iran, tiré manifestement par une opposition, j'allais dire pas va-nu-pied, mais enfin, franchement, les groupes opposés aujourd'hui aux Saoudiens, au Yémen, vous voyez, c'est quand même pas une armée extrêmement puissante, mais elle est dotée manifestement de matériel iranien, et elle est aujourd'hui capable de franchir la frontière, non plus seulement à l'extrême sud, autrement dit à la frontière entre le Yémen et l'Arabie saoudite, mais d'envoyer des missiles sur la capitale. Donc là, on est sur quelque chose de très très nouveau, de très différent, et on s'approche du bord du gouffre. Mais j'insiste d'un mot, la politique du bord du gouffre n'est pas une politique apocalyptique. En général, on arrive finalement
à s'arranger. Mais pour l'instant, je pense que l'acmé de la crise, on l'a pas encore atteint. C'est-à-dire qu'au Liban, on l'a vu ces derniers jours effectivement, en Syrie bien entendu, au Yémen, il y a par procuration une vraie guerre froide, j'insiste sur ce terme, sur ce concept entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et ce n'est plus seulement rhétorique. Vous êtes d'accord, Kaiatar Aboudia? Écoutez, c'était une guerre plus que froide, car ces guerres par procuration sont dures. Bien sûr, ce ne sont pas les Saoudiens et les Iraniens qui s'affrontent directement, mais avec ces missiles, on atteint un tournant. Car enfin, c'est Riyad qui est frappé, c'est près de l'aéroport de Roi Khaled à Riyad. Et enfin, c'est une technologie d'un missile quand même, de 1000 km de portée. Il ne faut pas oublier quand même que ces mêmes techniques ont été utilisées par le Hezbollah et par le Hamas contre Israël. Et en Israël, il y a les mêmes systèmes aussi anti-aériens qui protègent. En Arabie Saoudite, c'est la même chose. Donc pour cela, il y a dans cette région du monde une menace balistique. Cette menace balistique, elle est inscrite dans la stratégie Trump contre l'Iran. Moi, j'ai lu les choses avec ces missiles contre Riyad, avec la démission de Saad Hariri. On va y venir. Et cette tentative de ne pas donner une couverture légitime à l'action de Hezbollah au Liban, ça s'inscrit donc dans cette stratégie de Trump contre l'Iran qui est négociée avec l'Arabie Saoudite. Les États-Unis ont essayé pendant l'époque d'Obama de faire un partenariat avec l'Iran, de faire un pari sur l'Iran. Mais l'Iran n'a pas changé. L'Iran ne voulait pas être un partenaire, l'Iran voulait continuer à être une force hégémonique dans la zone. Donc, les États-Unis n'acceptent pas une force hégémonique, tentent de nouveau, à travers cette alliance avec l'Arabie Saoudite et avec Israël, de remettre le pendule en arrière. On verra, mais je pense que ces développements de ces derniers jours, ce serait, à mon avis, le prélude à l'application de la stratégie Trump à l'époque à l'égard de l'Iran. Et ce que vous dites fait réagir Thierry Coville. Non, mais si vous voulez, je pense qu'on n'est pas là pour dire qu'il y a un bon et un méchant dans cette crise. Non, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on est au bord d'un conflit armé? Si vous voulez, et je ne veux pas absolument pas apparaître comme l'avocat de l'Iran, etc., mais je pense qu'il y a un affrontement de perception. Donc je pense qu'il faut peut-être l'expliquer. Autant, effectivement, l'Arabie Saoudite se sent isolée, notamment depuis la chute de Saddam Hussein, parce que effectivement, l'Iran tient à avoir un gouvernement chiite en Irak, ça je suis tout à fait prêt à l'admettre. Et donc, effectivement, depuis, mais c'est pas le rapprochement entre les États-Unis et l'Iran, il a été limité, c'est l'accord sur le nucléaire, et bon, je sais qu'en Iran, il y a encore beaucoup d'opposition aux États-Unis. Alors, il y a eu certains rapprochements avec l'accord sur le nucléaire, je pense qu'il était un bon accord entre l'Iran et les États-Unis. Donc, il y a effectivement une sorte on sent une inquiétude, une panique, appelez-le comme vous voulez, du côté de l'Arabie Saoudite, de voir l'Iran mettre ses pions avec la Syrie, etc. Alors justement, puisque vous parlez de ça... du côté, simplement ce que je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est la perception iranienne, et je ne suis pas dit pour dire qu'ils ont raison, mais si vous voulez, en Irak, franchement, l'Irak, pour eux, c'était la principale menace stratégique. Donc depuis la chute de Saddam Hussein, c'est pas eux qu'on fait la guerre en Irak, faut le rappeler quand même, c'est les États-Unis. Et ils avaient des groupes chiites opposés à Saddam Hussein, réfugiés en Iran. Quel autre pays n'aurait pas fait la même chose? Ils soutiennent le gouvernement chiite en Irak. En Syrie, leur grande peur, de nouveau, je ne suis pas en train de dire ce qu'ils font, c'est très bien, mais ils ont une grande peur en Syrie, c'est d'avoir quand même des groupes comme l'État islamique et Al-Nosra qui prennent le pouvoir en Syrie, qui sont fondamentalement anti-chiites. Au Yémen, je pense qu'il y a sans doute du soutien iranien au Yémen, mais de nouveau, il faut peut-être rester calme. Les problèmes entre les groupes au Yémen avec l'État central, c'est pas l'Iran qui les a créés. Donc qu'ils essayent d'aider, et d'ailleurs on n'a pas beaucoup de preuves sur l'aide militaire de l'Iran aux Houthis, elle existe, je dis pas le contraire. Mais je veux dire, par rapport à l'aide américaine à l'Arabie Saoudite, je pense qu'il n'y a pas photo. De nouveau, je veux dire, il y a un problème de perception. Mais c'est vrai que ce que je pense qui est dangereux, c'est qu'en Iran, vous avez quand même deux camps, et je voyais la presse iranienne ce matin par rapport à cette attaque. Vous avez un camp modéré avec Rouhani. Il y a une nationalisme iranien, mais il semble bien, il faut calmer les choses. Vous avez un camp des radicaux. Je veux dire, notamment, il y a Kehan, qui est le journal radical en Iran. Ils ont fait un titre, d'ailleurs, qui leur a été même reproché par le service de contrôle de la presse iranienne, où ils disent aujourd'hui Riyad, demain Dubaï. Et même la presse iranienne dit, on ne peut pas dire des choses comme ça, alors que nous, on est en train de dire que c'est pas nous. Donc c'est vrai. Alors, là, je rejoins le fait qu'on atteint un seuil de tension assez forte, et il y a un groupe en Iran très anti-américain. Et pour essayer de comprendre ces jeux d'alliance, on vous a fabriqué une petite carte. On a essayé de faire simple, et je sais que c'est pas facile. Vous allez nous éclairer sur les jeux d'alliance, sur qui est avec qui est aux côtés de qui. Parlez-nous, Frédéric Ancel, de ces jeux d'alliance, de cette carte. Essayez de nous la commenter.
Alors, cette carte, elle est tout à fait juste d'un point de vue, j'allais dire, confessionnel, hein, ou de l'instrumentalisation. Donc, chiite, oui, mais oui, c'est ça. Mais enfin, vraiment, hein, instrumentalisation du sunnisme et du chiisme, souvent à des fins politiques. Mais admettons, d'un point de vue confessionnel, c'est assez juste, sauf que vous avez mis l'Irak intégralement en rouge. Oui. Alors, les chiites sont majoritaires en Irak, c'est vrai, Oui. mais à l'ouest, vous voyez, près de la Syrie, et au nord, on a non seulement des sunnites, et on a les Kurdes surtout. Bon. Mais enfin, pour le reste, c'est intéressant. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les sunnites fonctionnent dans un même axe. Par exemple, la Turquie, très récemment, a joué d'alliance. Alors c'est vrai que c'est assez rhétorique, mais enfin on connaît le personnage d'Erdogan qui aime bien le faire, en faveur du Qatar. Alors le Qatar est évidemment un État sunnite, comme l'est la Turquie, mais comme l'est aussi l'Arabie Saoudite. Autrement dit, au sein même de ce monde sunnite, vous avez des rivalités. Avec l'Iran aussi, hein. Oui, la Turquie avec l'Iran. Absolument, et avec l'Iran aussi. Donc, Contre si vous les voulez, Kurdes. donc, et contre les Kurdes. Donc, cette carte, elle est intéressante, mais je pense, si je peux me permettre, qu'il faudrait ajouter des éléments de clivage. Et je le dis en deux mots. Aujourd'hui, je pense qu'une grande partie du monde arabo-musulman est en guerre civile. Vous avez des chiites contre des sunnites, mais vous avez aussi des nationalistes contre des islamistes. Et on le voit bien en Syrie. Et pourquoi c'est aussi violent en Syrie, la guerre civile et la guerre depuis 6 ans? C'est parce que vous avez la conjugaison du double clivage. Et donc c'est un peu plus compliqué que ce que montre, mais de façon déjà très pédagogique, cette carte. Et ce contexte de forte tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite n'est pas sans conséquence sur le Liban. Vous en avez un petit peu parlé, Qatar Abu Diab. Samedi dernier, coup de théâtre, Saad Hariri annonce sa démission du poste de Premier ministre. Il le fait depuis Riyad où il s'est réfugié, parlant de menaces pour sa vie et d'un contexte proche de celui de l'assassinat de son père en 2005. J'annonce ma démission du poste de Premier ministre tout en étant certain que la détermination des Libanais, femmes et hommes, sera la plus forte et qu'ils pourront vaincre la tutelle interne et externe. Qatar Abu Diab, très rapidement et très simplement, en quoi le Liban est touché par ces tensions? Écoutez, le Liban, il y avait un vide présidentiel au Liban entre mai 2014 et octobre 2016. Et ce vide a été provoqué par l'allié de l'Iran, le Hezbollah, qui a interdit d'élire un président, sauf une personne, le général Michel Aoun, car il est l'allié de Hezbollah. Mais enfin, les efforts de la France, puis beaucoup de compromis. Il y avait un compromis interne noué entre le Coran de Michel Aoun et le Coran de Saad Hariri. Avec l'acceptation de Hezbollah, de forces libanaises, du mouvement Amal, etc. Mais selon cet accord, on se met à l'écart des axes régionaux, des conflits régionaux, et on essaye de faire un retour à l'État libanais. Donc, c'était ça les clauses de contrat. Un an après, on constate que ce contrat n'a pas été respecté. Il y avait un État dans l'État, comme il a parlé Saad Hariri, cet État s'appelle le Hezbollah, qui domine les décisions de la guerre et de la paix au Liban, et avec la recomposition de la zone après la fin de l'État islamique Daesh, donc l'Iran, à travers Rouhani, à travers Wilayat, et les gens les plus modérés et les plus extrémistes en Iran, voulaient dire que le Liban devient un membre de l'axe iranien. Et pour cela, les Saoudiens ont répondu à travers Hariri en disant que ce contrat est maintenant non valide et on revient à la case de départ à une crise politique énorme dans le système libanais. Et la France dans tout cela, comment se positionne la France d'Emmanuel Macron entre les enjeux économiques et les questions de financement du terrorisme? Le chef de l'État est censé trouver un équilibre fragile. Comment s'y prend-il? Élément de réponse avec Sandra Cerquera et je vous fais réagir juste après. En septembre dernier, devant l'ONU, Emmanuel Macron donne clairement à la France un rôle de médiateur. Et je sais que le devoir de la France est de parler. Surtout au Moyen-Orient, où le président français entend bien jouer un rôle, c'est l'axe prioritaire de sa diplomatie. Avec un objectif, parler avec tout le monde. Il a pris ses distances avec François Hollande sur la question syrienne, en assumant vouloir dialoguer avec Bachar al-Assad, une ambition qui passe selon lui par une relation constructive avec l'Iran. Un déplacement est même prévu l'année prochaine à l'invitation du président Rouhani. Une politique radicalement opposée à celle de Donald Trump. Contrairement aux États-Unis, Emmanuel Macron refuse de prendre parti dans la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. En choisissant Abu Dhabi pour son premier déplacement dans le Golfe, le chef de l'État cherche avant tout à redynamiser l'influence de la France auprès de son seul partenaire de longue date, dans une région marquée par les tensions entre le Qatar et ses voisins arabes. Nous estimons que la solution doit venir
des pays du Golfe eux-mêmes. Et c'est pour cette raison que, à la fois, nous parlons avec tout le monde et nous soutenons l'initiative de médiation koweïtienne. Cette crise déclenchée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, accusant le Qatar de soutenir l'Iran et le terrorisme, devrait également être au menu de la visite. Là encore, Paris souhaite que le dialogue reprenne, quitte à être critiqué par certains d'être trop passif. Myriam Benrad, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a une position de médiateur, une position un peu tiède par rapport à celle de Donald Trump? Est-ce qu'il a raison d'avoir cette position? Tiède, je ne sais pas, mais ce qui est évident et intéressant, c'est qu'il y a un retour au multilatéralisme. Quand même, le discours de l'ONU est très important, il donne les grandes lignes. Au niveau régional, sur la question du Golfe, par exemple, il n'a pas en fait beaucoup d'intérêt envers cette région. Il n'a pas non plus d'intérêt à un engagement trop fort, trop direct de la France dans ces crises. Il le dit, il pense, et à mon avis à juste titre, que ces crises doivent être aussi une question d'acteurs gérés localement, d'acteurs locaux. Alors évidemment, ça ne fait pas exception des logiques régionales, mais même de ce point de vue, il est tout de même dans une forme effectivement de dialogue, je dirais, et refus avec les d'ingérence, différents acteurs. Refus d'ingérence, bon, on a de toute façon, de fait, une ingérence française, puisqu'on est engagé dans la lutte contre l'État islamique. Mais ça, c'est intéressant aussi, ça éclaire la politique qui est celle de Macron, parce qu'il a par exemple choisi très clairement des partenaires qu'il considère fiables, comme l'Égypte, les Émirats arabes unis, avec lesquels la France entretient une coopération militaire de long terme. Donc, je ne sais pas, enfin, certains parlent de réalisme, critiquent d'ailleurs cette position qu'ils trouvent trop pragmatique. C'est vrai qu'il a pris ses distances face au gouvernement d'Hollande, qui était un gouvernement, je dirais, plus normatif, qui portait des jugements sur un certain nombre de crises. Là, on revient, à mon avis, sur... ça me fait penser à la politique d'Obama, en quelque sorte. C'est une forme de leading from behind à la française. Oui, mais on sait que sur le plan international, le bilan d'Obama n'est pas magistral. C'est peut-être pas magistral, mais enfin, le bilan de Bush avant lui n'était pas magistral, et le bilan de Trump, ce sera sans doute pas magistral. Donc après, c'est un peu tôt, si vous voulez, pour juger. Mais en tout cas, il y a clairement une volonté d'avancer les intérêts de la France, mais dans une perspective de respect des souverainetés, de dialogue pluriel, comme je l'ai dit. Moi, ça me semble être des positions qui sont beaucoup plus réalistes que celles qu'on a prises par le passé, y compris envers la Syrie. Je termine sur cela. La Syrie, la guerre est déjà gagnée par Bachar el-Assad. Donc on peut, autant qu'on veut le nier, politiquement, cette guerre est déjà gagnée par le camp d'Assad et des loyalistes. Donc la question est en fait plutôt quelle politique qui puisse permettre à la Syrie aujourd'hui de s'en sortir, de se reconstruire. On ne pose jamais la question, mais ça me semble important. C'est la même question aujourd'hui pour l'Irak. Et de ce point de vue aussi, les Irakiens vont évidemment jouer un rôle majeur aux côtés de la France, qui a déjà exprimé le fait qu'elle est prête à aider. Thierry Coville, quand on voit Donald Trump qui cherche à isoler l'Iran, qui le dit très ouvertement, qui a choisi son camp, c'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Comment doit-on juger cette position française? Moi, je pense que c'est une position rationnelle. Il faut rappeler quand même qu'on a des relations catastrophiques avec l'Iran depuis Nicolas Sarkozy, et quelque part François Hollande a continué dans la même veine. Donc je pense que c'est bienvenu qu'on ait... C'est pas de dire de nouveau il y a un gentil, il y a un méchant, c'est d'avoir des relations plus équilibrées avec l'Iran. Je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus, qui connaît l'Iran, il connaît la région, sans nier nos relations avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite a tendance à dire bon, si vous faites du commerce avec l'Iran, ne faites pas du commerce avec moi. Je pense qu'il faut surtout se sortir de ce jeu, donc avoir des relations équilibrées avec les deux pays. Je pense que par rapport à la position de Trump sur l'Iran, moi je trouve que c'est plutôt Trump qui est isolé sur la scène internationale. Je veux dire, l'accord sur le nucléaire iranien, à part... oui, il est le seul à pouvoir y mettre un terme. L'Arabie Saoudite et Israël, je veux dire, qui c'est qui a approuvé le fait qu'il ne certifie pas? C'est quand même un bon accord. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Par contre, là où effectivement, je pense que... Mais bon... Donald Trump parle de l'Iran comme fer de lance du terrorisme mondial. Non, mais si vous voulez, il y a tellement... Si on commence à parler de la politique de Donald Trump par rapport à l'Iran, je pense qu'il faut faire une émission, parce qu'il y a tellement d'incohérences dans cette politique. Autant je peux comprendre que les Américains, un certain nombre d'Américains aient des griefs contre l'Iran, dans le rôle de l'Iran dans la région, on a parlé, etc. Mais là, il y a tellement d'incohérences. D'un côté, il essaye de dire l'Iran n'est pas une démocratie. Dans le même discours, il parle de Golfe arabique. Alors, s'il veut mettre sa population iranienne contre lui, il n'y a pas mieux. Il a une méconnaissance de l'Iran qui est crasse. Donc, il y a, si vous voulez, l'alternative à l'accord sur le nucléaire, on ne voit pas trop. Alors, effectivement, sur le problème actuellement, la politique américaine, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, moi, je pensais, on ne sait pas trop quelle est la politique américaine de la région. Et il agite beaucoup de choses. Et actuellement, les Iraniens ne sont pas très paniqués. Je pense qu'ils prennent beaucoup plus au sérieux les tensions avec l'Arabie Saoudite. Ils voient plutôt Trump comme n'ayant pas vraiment de politique à leur égard. Concrètement, dans cette région, la France a un allié militaire, au sens fort du terme, avec la base aux Émirats arabes unis, une quinzaine de chasseurs bombardiers dernier cri, et des clients.
Pour parler très concrètement, ça ne veut pas dire que des clients ne sont pas des amis. Mais enfin, pour le reste, 1, nos finances publiques sont dans le rouge. 2, nous sommes l'un des rares pays à pouvoir vendre des matériels à très haute valeur ajoutée. Je pense évidemment à des bateaux de guerre et surtout à ces chasseurs bombardiers. 3, les États du Golfe, pour l'instant, comptent parmi les derniers, les seuls au monde à avoir à la fois la volonté et la capacité de les acheter. Donc si vous voulez, après on peut toujours parler d'amitié, de bons et de mauvais rapports, mais fondamentalement, une alliance avec les Émirats Arabes Unis, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron commence sa tournée dans ce pays. Et pour le reste, effectivement, je suis tout à fait d'accord, la France essaye de, sans doute, et à juste titre, de pallier au manque américain, à un certain retrait américain de la région ou aux incohérences de Trump, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Qatar Aboudia. Écoutez, je prends un exemple pratique. Monsieur Macron, il a dit qu'il va créer un groupe de contact pour la Syrie. Quel est le résultat? Les Russes ont dit non. Les Américains n'étaient pas enthousiastes. Donc la France ne revient pas dans le jeu. De dire qu'on va parler avec tout le monde sans prendre position, ça ne va pas donner de résultats. Il faut avoir des relais d'influence. Il faut réfléchir autrement. M. Sarkozy, par exemple, a pris le Qatar comme premier allié. M. Hollande a pris l'Arabie Saoudite comme premier allié. Moi, je suis avec tout le monde, mais il faut voir. Il faut voir où choisir, il faut voir où mettre les pieds. Et à mon avis, il faut au contraire aider à changer la perception américaine. Il ne faut pas sortir de ces jeux. Sans l'Amérique, malheureusement, la France ne veut pas avoir de l'influence dans cette zone. Donc il faut travailler aussi à changer la position américaine vers des positions plus rationnelles. Il faut impliquer parfois l'Amérique. La France a payé cher les retraits d'Obama dans la zone. Elle peut payer très cher aussi une grande implication de M. Trump. Et pour cela, il faut se positionner d'une façon intelligente et ne pas prendre parti. Dire qu'on n'est pas avec l'Arabie Saoudite, on n'est pas avec l'Iran, on est avec les deux. C'est très bien. Mais en pratique dans cette affaire, il faut dire la vérité. L'Iran représente maintenant pour cette zone du monde un défi. Un défi pour le monde arabe et pour les Israéliens. Et on doit s'arrêter là. On verra la suite. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat. Tous les quatre, on pourrait rester des heures pour parler de ça, mais c'est l'heure du match des idées. Il va opposer dans un instant Marc-Olivier Padis de Terra Nova à Olivier Babot de la Fondation Concorde. Nous allons revenir sur cette affaire qui fait beaucoup réagir la classe politique. C'est le scandale des Paradise Papers. Nouvelle révélation sur les stratégies d'évitement fiscal de grandes entreprises. Est-ce possible de réguler l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale des multinationales? On en débattra dans un instant, mais d'abord, les réactions dans les groupes parlementaires par Stéphane Amalian. Ce n'est pas d'évasion dont il est question, mais bien d'optimisation fiscale, un moyen légal de contourner l'impôt, une nuance que ne manque pas de rappeler une partie des élus de la droite sénatoriale. Tant que les gens pourront dire « mais moi légalement j'ai rien à me reprocher », ça continuera. Condamner l'intelligence, c'est difficile, mais on ne peut pas empêcher les entrepreneurs de trouver les meilleurs moyens d'être compétitifs par rapport à leurs concurrents. Pour les sénateurs socialistes, ce nouveau scandale vient creuser le fossé entre riches et pauvres. On vient nous demander de faire des économies sur des emplois aidés qui sont nécessaires pour le lien social dans nos collectivités. Et à côté de ça, les citoyens constatent tous les jours que c'est gigantesque, ce sont des dizaines de milliards qui échappent à l'impôt. Bruno Le Maire a annoncé vouloir faire des propositions à Bruxelles pour plus de transparence et plus de sanctions contre les États qui encouragent ces pratiques. Chacun sait que la lutte contre l'optimisation fiscale ne peut se faire que par un consensus entre les États. Est-ce qu'il y aurait une coopération internationale suffisante pour arriver à la suppression de cette évaporation fiscale qui atteint effectivement nos budgets nationaux? C'est absolument essentiel. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, a annoncé vouloir accélérer la publication de la liste noire des paradis fiscaux. Il entend prendre des mesures pour que les intermédiaires financiers soient responsables et que les comptabilités des multinationales soient rendues publiques. Il aura donc la lourde tâche de convaincre l'ensemble des ministres des Finances de l'Union européenne. Et avec nous pour ce match des idées, Marc-Olivier Padis. Bonsoir, vous êtes directeur des études Terra Nova. Olivier Babot, professeur à l'Université de Bordeaux, auteur de L'horreur politique, l'État contre la société. Merci à tous les deux. On est face à un problème complexe parce qu'a priori, si j'ai bien compris, ces pratiques ne sont pas illégales. Il y a une sorte de flou juridique. On a des entreprises qui sont passées expertes en
en matière de contournement des textes, c'est bien ça? Oui, je crois vraiment que là, dans cette affaire, il ne faut pas, encore une fois, ce qu'on fait tout le temps, confondre évasion fiscale et optimisation fiscale. Et c'est incroyable comme, à travers les médias, en permanence, on est en train de naviguer entre les deux. Chercher à maximiser, on pourrait dire, enfin minimiser le montant de ses impôts, on le fait tous. Je veux dire, quand vous faites un truc en loi Robien, quand vous faites des opérations en profitant de telle niche, vous faites de l'optimisation fiscale. Vous voulez dire que ça ne vous choque pas? Non, je suis désolé de le dire. Moi, ça ne me choque pas. Alors, si après, demain, il y a des règles claires pour l'interdire, à ce moment-là, ça sera interdit. Mais la fraude fiscale, c'est différent. Une fraude, c'est différent. Là, c'est des gens qui ont cherché leur intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de paradis fiscaux et qu'effectivement, il va falloir que les États s'entendent pour l'interdire. Mais ce n'est pas le cas. Un point de vue clivant, Marc-Olivier Padis. Comment vous réagissez à cela? Pour une fois, on n'est pas d'accord. Voilà, ça nous donnera l'occasion d'être en désaccord. Cette fois-ci, il y a quand même parce qu'il y a des procédures d'optimisation qui peuvent, à l'examen, se révéler en réalité. On est à la limite, on est sur une ligne. On est sur des zones grises. J'ai lu cet après-midi qu'une grande entreprise qui conseille ces procédures d'optimisation considère que quand il n'y a que 25% de risque de requalification, c'est bon, ça passe. Ça veut dire qu'à 75%, ils savent que c'est dans un gris qui peut être condamné par l'administration fiscale. Donc c'est quand même... bon, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un problème de coordination entre les États, notamment à l'intérieur de l'Europe. Oui, parce que l'Europe est pointée du doigt. Il faut le dire pour nos téléspectateurs. L'Europe est clairement pointée du doigt parce qu'en gros, il pourrait y avoir conflit d'intérêts vu que certains États membres sont considérés comme des paradis fiscaux. Le Luxembourg au premier chef, puisque le président... Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, est ancien Premier ministre du Luxembourg. Et on sait que le Luxembourg, son modèle économique est quand même fragilisé si on leur retire ce type de stratégie fiscale. Et ce qui pose la question, disons, du passager clandestin au sein de l'Europe. C'est-à-dire si on fait tous des efforts pour avoir les mêmes normes, évidemment le moins-disant de ces normes, disons une sorte de dumping fiscal, ça tire des avantages, mais qui sont déloyaux par rapport aux autres Européens. Donc il faut se mettre d'accord là-dessus. Encore une fois, on n'est peut-être pas totalement d'accord, parce que justement, alors certes, c'est le bon moment pour reposer cette question de la concurrence fiscale entre les États. Et cette concurrence, comme toutes les formes de concurrence, elle n'est pas illégitime en soi. Et ce serait un petit peu dommage de s'en sortir en disant juste, il faut qu'on harmonise par le haut, c'est-à-dire par le haut de l'impôt. C'est-à-dire, si quelqu'un a quelque part un taux d'impôt à 50% pour l'IS, allez hop, il faudrait que tout le monde, au nom de la justice, n'est-ce pas, entre les États, soit à 50%. Peut-être que, je ne dis pas que c'est toujours le cas et qu'il n'y a pas des choses qui sont un peu illégitimes qui peuvent être faites, mais c'est de bons moments pour poser la question justement de cette concurrence tout à fait légitime où des États qui sont plus vertueux, qui gèrent mieux leurs finances, qui demandent moins aux citoyens et aux entreprises, et légitimement, on pourrait dire, un avantage. En tout cas, ça fait partie du mécanisme normal de cette concurrence qu'il faut souhaiter. Alors, parmi les réactions qu'on a relevées, il y a celle du sénateur Gérard Longuet, hier, dans Sénat 360, au micro de Tam Tranui. Écoutez. Ça montre simplement qu'il y a une réticence à l'impôt, et quand l'impôt est confiscatoire, ce qui est le cas en France par exemple, mais pas seulement dans notre pays, les gens se battent pour garder leur pouvoir d'achat. Et il y a d'ailleurs des milliers de salariés dont c'est le métier. Ça s'appelle les experts fiscaux, et ils font leur métier. Et tout ça est très logique quand on prend aux gens plus de 60-70%. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est une bonne chose? Totalement moral. Je trouve que quand on vous prend 80 à 90% de vos revenus, c'est normal de défendre les 10 ou 20% qui restent. Et là, ça va plus loin que la question de la légalité ou de l'illégalité. On est sur des points, sur la question morale, Marc-Olivier Padis. Il nous dit que c'est parfaitement moral, Gérard Longuet. Au sens où il n'y a rien d'illégal, donc c'est moral. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, mais ce n'est pas suffisant. La question, c'est est-ce que c'est coopératif ou pas coopératif? Or, on ne peut pas avoir... disons, des protections, un État qui agit, des infrastructures, de la formation, tout ce qui garantit la compétitivité d'une économie aussi, c'est la recherche, la qualité de la main-d'œuvre, la qualité des infrastructures. C'est ça que les entreprises attendent et viennent chercher, les entreprises étrangères. Et tout ça, ça suppose quand même des interventions de la dépense publique et donc de l'impôt. Autre réaction intéressante, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, et je vais vous faire réagir dans un instant. Le député des Bouches-du-Rhône pointe la responsabilité de différents gouvernements français successifs et il appelle à faire sauter le verrou. Je veux pointer les manques qui, depuis des années,
font que toute lutte est entravée par une mauvaise volonté, une sorte de traînage de patins systématique chaque fois qu'il est question de lutter contre la fraude fiscale. Olivier Babot, on a d'un côté Gérard Longuet qui nous dit c'est parfaitement moral, et de l'autre Jean-Luc Mélenchon qui nous parle de traînage de patins. Où est l'équilibre entre les deux? Je crois que la réalité objective, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès en réalité en matière alors on n'est pas probablement au bout, mais en matière de lutte contre les paradis fiscaux et de transparence bancaire, il faut quand même se souvenir depuis 20 ans des progrès qui ont été réalisés réellement. Moi, je partage évidemment plutôt le point de vue de Gérard Longuet, ce qui est que c'est quand même, ça reflète un problème de consentement à l'impôt. Ça, c'est absolument évident, et qu'à un moment donné où quand on pourrait mettre ça en face de cette affaire de la taxe sur les dividendes, n'est-ce pas, l'État qui a le monopole de la violence légitime et le monopole du prélèvement de l'impôt, de temps en temps le fait de façon, on pourrait dire, peut-être révoltante, on pourrait le dire, et les particuliers, c'est peut-être à la limite une forme, les particuliers comme les entreprises, une forme de révolte ou de défense que d'essayer de temps en temps de fuir quand on estime que c'est illégitime. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un système, vous avez des avocats fiscalistes dont c'est le métier de faire ces formidables montages. On a chez nous à Bercy des gens dont ça devrait être le métier de faire des lois suffisamment claires, on pourrait dire, et des structures réglementaires suffisamment claires pour éviter ce genre de montage. C'est un jeu de chat et la souris qui est tout à fait légitime en démocratie. Donc vous nous dites ça a bougé, on a fait des choses, il n'y a pas d'inertie générale face à ce problème depuis les Panama Papers, on a tiré des leçons, il y a des choses qui ont évolué? Moi, je trouve que, par exemple, la commissaire européenne Margrethe Vestager fait un travail très intéressant. Elle a examiné la situation d'Apple, la situation de Google, elle a vu des non-conformités, elle a donc vous dites, vous aussi, que ça avance? Des amendes. Oui, moi, je trouve que ça avance. Et ça ne peut avancer que par la concertation. Donc, il ne faut pas laisser croire qu'il y a des recettes magiques, et il faut que ça avance progressivement. Et notamment, l'échange d'informations systématiques à l'intérieur de l'Europe, c'est quand même un progrès significatif qui a été fait. Autre sujet à évoquer ce soir, c'est le rapport sur la refondation de la droite et du centre, rendu public ce matin, qualifié de boîte à outils que seraient censés utiliser les 3 candidats à la présidence LR. Pour l'occasion, Bernard Accoyer, secrétaire général du parti, a donné une conférence de presse. Savoir faire vivre nos sensibilités, car il y a plusieurs sensibilités, comme le reflète le questionnaire que nous avons adressé à nos militants. Savoir les faire cohabiter, mais savoir aussi garder notre unité sans laquelle les victoires électorales sont improbables. Olivier Babot, est-ce que ce n'est pas mission impossible, faire cohabiter ces différentes droites au sein de cette même famille? L'existence de différents courants au sein de la droite a toujours existé. À un moment donné, on arrive à trouver, souvent en le rangeant derrière une personne un peu fédératrice, on pourrait dire une unité. Justement, la vraie question, ça va être la capacité de celui ou celle, n'est-ce pas, qui va gagner. A priori, Laurent Wauquiez. Voilà, a priori quand même Laurent Wauquiez, mais bon, on ne peut pas faire l'élection avant. Mais cette capacité, justement, à, on pourrait dire, rassembler tous ces courants. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tout reste à faire. On est à ground zero pour la droite LR aujourd'hui. Et vous avez un vrai problème de positionnement parce qu'en effet, aujourd'hui, l'opposition, c'est, on pourrait dire, la France insoumise. Et pour la droite, l'enjeu, c'est de se constituer d'abord en opposition pour se mettre en ordre de bataille et reconquérir le pouvoir à terme. Bernard Accoyer nous parle de fédérer, de rassembler différentes droites. Il est tout sauf fédérateur, Laurent Wauquiez. Oui, c'est le paradoxe, c'est que la droite attend un leader qui lui permette de se remettre de son échec à l'élection présidentielle. Échec que la droite vit toujours très mal, d'autant plus qu'elle pensait, grâce à l'alternance, que cette élection ne pouvait pas lui échapper. Et en même temps, celui qui peut rassembler enfin les troupes derrière lui est quelqu'un de clivant. Les présidents de région, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ont fait savoir qu'ils seraient attentifs, qu'ils n'étaient pas tout à fait à l'aise avec la ligne qu'ils proposent. Donc il est lui-même assez clivant. Et puis il faut dire aussi qu'il y a un président de la République qui a pris un malin plaisir à semer la division à droite en allant récupérer des talents, en construisant des groupes parlementaires autour de lui qui ont... C'était une vraie stratégie politique, vous êtes tous les deux d'accord sur ça, de la part d'Emmanuel Macron, de faire en sorte que la droite s'écroule? Finalement, il a fait ce qu'avait fait Sarkozy à l'époque en prenant des gens de la gauche, mais avec, je trouve, un peu plus de succès. Peut-être que le contexte est différent aujourd'hui, mais en prenant des gens effectivement bien choisis, en tout cas, il ne facilite pas cette refondation, c'est moins qu'on puisse dire.
Vous êtes d'accord? Oui, il l'a fait absolument. Il faut dire qu'à gauche, il n'y avait plus grand-chose à détruire, donc il a pu se concentrer sur la droite et il a fait, en tout cas jusqu'à présent, ça a complètement marché. Et il se retrouve dans une situation où aujourd'hui, à part Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas vraiment de voix de l'opposition à son action. Il nous reste quelques minutes pour aborder la question des forains. Ils ont organisé une nouvelle opération escargot ce matin, provoquant jusqu'à 480 km de bouchons dans la région Île-de-France. Ils protestent contre la suppression de plusieurs fêtes foraines et surtout contre la suppression du marché de Noël sur les Champs-Élysées. La mairie de Paris reste inflexible, invoquant, je cite, la qualité médiocre des animations et des produits vendus. Pourtant, Anne Hidalgo n'a pas toujours été aussi critique. Écoutez ce qu'elle disait lors de l'édition de 2013. Je trouve que vraiment le marché de Noël marche très bien. J'entends des grincheux de temps en temps expliquer que c'est pas bien, qu'ils viennent se balader un peu. Voilà, qui viennent voir déjà. Qui viennent voir, voilà, allez, venez voir. Voilà, et dans d'autres passages, elle disait que Marcel Campion faisait naître du rêve et un monde d'enfants. Comment vous voyez ce problème? Est-ce que, comme certains le disent, le marché de Noël ne serait plus assez chic pour la capitale? J'ai un peu de mal à comprendre personnellement, moi, cette décision. Ce qui est vrai, c'est que... La décision d'Anne Hidalgo. D'Anne Hidalgo, exactement. Bon, moi, je comprends plutôt le mécontentement des forains. En revanche, je n'excuse pas spécialement cette action qui, encore une fois, et toujours, finalement, donne l'avantage aux corporations qui ont un pouvoir de nuisance. Donc, on plaint un peu celles qui n'ont pas ce pouvoir de nuisance. Il y en a plein, elles ont peut-être des intérêts à défendre et elles n'y arrivent pas parce qu'on n'a pas ce pouvoir de nuisance. Je sais qu'il y a une plainte qui est déposée, il y a un référé. Disons que la justice va faire son travail. Ça aurait peut-être été bien de laisser la faire, justement, dans cette question de justice. Et d'ailleurs, on aurait pu imaginer que les forains fassent un truc un peu plus sympa pour dire regardez, nous, en fait, c'est vachement bien ce qu'on fait. Ils auraient pu faire, je sais pas, une opération porte ouverte, manège gratuit, j'en sais rien. Ça aurait été plus sympathique. Je trouve pas que ça soit une façon de présenter les choses qui soient très, très intelligentes, même dans leur combat, même auprès de l'opinion. Mais ce n'est pas une décision d'Anne Hidalgo seule, c'est un vote unanime du Conseil de Paris. Et dans le cadre, en fait, d'un marché public, ça veut dire cette entreprise a perdu ce marché public. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de marché de Noël. Il peut y avoir d'autres marchés de Noël. Cela dit, la tradition du marché de Noël à Paris, c'est vraiment l'invention d'une tradition. Il y a un marché de Noël à Strasbourg, on connaît. Bon, moi, j'ai vécu en Allemagne, il y a des marchés de Noël depuis très longtemps. À Paris, ça n'a jamais existé. Pourquoi pas? On peut se mettre Et sur la question du blocage, une corporation, comme le disait... Non, là je suis d'accord. C'est pas très sympathique comme manière de faire. C'est vraiment brutal. Et c'est vrai que bon, pour vendre du rêve, c'est pas tout à fait ça. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées dans un instant. C'est l'entretien du jour. Nous recevons l'explorateur Jean-Loup Etienne. Il vient nous présenter son ouvrage « Dans mes pas ». Et puis nous allons revenir sur les enjeux environnementaux en pleine COP 23 à Bonn. Nicolas Hulot annonce que le gouvernement ne pourra pas réduire à 50% la part du nucléaire dans la production française d'électricité en 2025. Il s'en est expliqué tout à l'heure au micro de Saveria Rojek en salle des conférences au Sénat. Vous savez, j'avais mis les pieds dans le plat, premier, parce que c'est facile de voter une loi, de se fixer des objectifs, et puis de ne pas regarder si c'est faisable ou pas. Ou en tout cas, si c'est faisable sans conséquences, notamment sur nos engagements climatiques. Voilà, et moi je suis obligé de concilier plusieurs objectifs. Premièrement, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, de réduire notre consommation. Troisièmement, de ne pas prendre de risque de rupture d'approvisionnement. Donc, on va maintenir évidemment cet objectif de 50%, sauf qu'on va le rendre possible et on va le rendre réalisable. Donc on va simplement le repositionner dans le temps. Donc un nouveau calendrier. Oui, qui va être le plus court possible. Mais encore une fois, moi, la grande différence, c'est que je ne me pose pas des totems pour m'en débarrasser derrière. On va regarder ce qui est faisable. Je pense que l'échéance de 2030 ou 2035 est une échéance sur laquelle on va travailler. Mais encore une fois, ça, c'est des scénarios qui ont été posés par RTE, qui nous donnent une base de réflexion solide et crédible. Mais la PPE, on va la construire avec les citoyens, avec l'ensemble des acteurs. Et ce matin ouvre maintenant la réflexion et le débat. On ne revient pas sur les objectifs, on les rend tous compatibles. Et en tout cas, notamment, on ne revient pas sur l'objectif de fermer les centrales à charbon. En 2022, nous programmons la sortie des hydrocarbures, la fin des centrales thermiques. Il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont fait. Et en même temps, la réduction de la part du nucléaire dans la production de l'électricité. Et on va
va approfondir tout cela avec notre invité pour cet entretien. C'est Jean-Louis Etienne. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Explorateur, médecin spécialiste de nutrition et de biologie du sport. Vous êtes l'auteur de ce livre dont on va parler dans un instant, intitulé « Dans mes pas ». Avant d'évoquer ce livre, je vous ai vu très attentif sur l'extrait de Nicolas Hulot, cette réaction accordée au micro de Saveria Rojek. Il revoit le calendrier. Il est en train de parler maintenant de 2030-2035 pour réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité française. Comment vous réagissez à cela? Est-ce que vous y voyez un recul? Est-ce que vous y voyez... Le réalisme. Le réalisme. Ben oui. À la maison, en France, 7 prises sur 10 est alimentée par l'énergie nucléaire. Donc on ne va pas du jour au lendemain passer à autre chose, si vous voulez, en claquant comme ça. Donc c'est vrai que c'est un choix historique. La France a fait les décider de faire, elle n'avait pas de pétrole, mais elle avait des idées, donc elle a construit des centrales nucléaires. C'est une énergie, effectivement, qui n'émet pas de gaz carbonique. Mais les centrales, il faut dire, les centrales que nous avons aujourd'hui sont des centrales qui ont été conçues il y a longtemps, il y a 50, 60 ans. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vieilles, usées et dangereuses. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une génération passée. Aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès dans le nucléaire. Moi, je suis partisan de continuer la réflexion. Ça, c'est la génération 2 que nous avons. La génération 3, c'est les EPR. Pour le moment, ils ne sont pas encore en fonction. Puis il y a la génération 4. Donc la génération 4, ce sont des digesteurs. Donc l'énergie nucléaire doit continuer dans sa recherche, parce qu'effectivement, ça représente une densité énergétique dont on risquerait d'avoir besoin dans le futur. Globalement, comment vous jugez la politique de Nicolas Hulot depuis qu'il est aux manettes, depuis qu'il est au ministère de la Transition? Nicolas Hulot, il a jonglé entre deux choses essentielles, l'idéal et le réel. Vous voyez... Il est en train de jongler, il essaye. Bien sûr, mais c'est compliqué, on est dans le réel. Vous savez, 100% de l'économie repose sur le transport. 95% du transport repose sur le pétrole. Ça, c'est déjà, ça campe la situation. Le décor. Ça campe le décor. Ensuite, les énergies renouvelables, c'est formidable. Il faut investir là-dedans. Mais elles ne sont pas prêtes aujourd'hui pour couvrir l'ensemble de nos besoins. Elles n'y arriveront pas. Elles sont trop dispersées, pas assez denses. Le mix énergétique, il faut pousser là-dedans. Mais disons que les hydrocarbures sont là au milieu, représentent une densité énergétique qui couvre une grande majorité des besoins. Un des problèmes à l'échelle planétaire, je ne parle pas de la France, c'est le charbon. La Chine marche au charbon, l'Inde marche au charbon, l'Allemagne, 54% de son électricité vient du charbon, la Pologne, 93% d'électricité. Et disons que le charbon est, entre guillemets, le pire des ennemis du climat, quoi. On est en pleine COP23 à Bonn, sur fond de discours absolument alarmant sur le réchauffement de la planète. Vous, le réchauffement de la planète, vous l'avez vu, j'allais dire, de vos yeux vus, puisque vous avez assisté à cette fonte des glaces pendant vos expéditions. Vous dites, on a ouvert la porte du frigo, on va manquer de froid pour équilibrer la chaleur des tropiques. Expliquez-nous. Je m'explique. La machine climatique, pour faire simple, c'est l'échange entre la chaleur que la Terre reçoit des tropiques. Les tropiques sont ensoleillés toute l'année, été comme hiver, et elle doit échanger cette chaleur avec le froid des pôles. Donc elle a deux fluides, les courants atmosphériques, c'est la météo, et les courants océaniques. Le froid est en train de s'affaiblir dans le nord. L'Arctique s'est réchauffé à un certain endroit de 4 degrés en 70 ans, ce qui est énorme. L'ensemble de la planète, 1 degré en un siècle. Donc, ce qui fait cet échange entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles va s'affaiblir dans la mesure où il y a une accélération du réchauffement, en particulier dans l'Arctique, un emballement, en même temps comme le sol fond, ce qu'on appelle le permafrost, qui est gelé en permanence, fond sur une profondeur de plus en plus importante. Ça dégage du CO2, du méthane. Donc il y a un phénomène d'emballement et qui va dans une dérégulation. Ce qu'on a vu avec les cyclones qui sont devenus plus intenses, ça existe tout le temps, les cyclones. Si vous voulez, des tempêtes tropicales, là, ils deviennent des cyclones rapidement, intensément. Ça vient de l'accumulation d'une masse importante d'eau chaude de l'océan. On voit que l'accord de Paris est fragilisé, notamment par le retrait des États-Unis. Nicolas Hulot annonce une conférence climat le 12 décembre à Paris. Est-ce que, malgré des signaux un peu négatifs, vous arrivez à rester optimiste? Est-ce que vous sentez que les pays, les dirigeants ont compris les enjeux? Tout le monde a compris les enjeux. Disons, il n'y a pas une communauté de communes, pour revenir à la France, qui aujourd'hui ne fait pas qui prend pas des dispositions dans le sens du climat. Les industriels aussi, ils ont compris qu'on a intérêt à limiter les émissions d'énergie, à isoler l'habitat, etc. On est d'accord sur le diagnostic, mais on n'est pas d'accord sur Il y a un mouvement qui est en place.
souvent, je trouve qu'en France, il y a un problème dans la mesure où on veut tous des énergies renouvelables, mais dès qu'on parle de mettre des éoliennes en mer, même au large, offshore, ils sont aujourd'hui, il y a une capacité énorme en mer. Le vent est constant, il est puissant. Mais elles sont contestées, les éoliennes? Elles sont contestées. Alors que dans la mer du Nord, les Anglais, les Allemands, les Danois ont installé... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on est toujours trop critique et du coup on n'avance pas? Oui. On n'avance pas, il faut plus de 8-10 ans pour installer une ferme éolienne, alors qu'en Allemagne ou en Angleterre, c'est 3-4 ans. Il faut choisir à un moment donné, vous voyez. Donc on ne peut pas effectivement dire qu'il faut mettre des éoliennes. Les autres n'ont qu'à mettre des éoliennes et nous, non pas trop. Et les États-Unis qui se retirent de cet accord de Paris, vous diriez que c'est criminel? C'est égoïste? C'est très égoïste dans la mesure où, si vous voulez, c'est quand même les États-Unis qui a été pendant longtemps, avant que la Chine ne s'y mette, le premier émetteur. Donc ce que l'on connaît aujourd'hui, cette fièvre chronique de la Terre qui est liée à un dégazement important de CO2, les États-Unis étaient le premier acteur à le faire. Et quand on voit effectivement les risques qu'il y a pour des pays qui sont des petits émetteurs, qui sont des pays insulaires, les risques qui aujourd'hui réels, les immensités de sécheresse qu'il y a en Afrique et en Asie du Sud-Est, enfin, ce sont des conséquences qui sont liées au réchauffement climatique. L'Amérique a joué un rôle essentiel. Donc je dirais, c'est quand même pas glorieux de se retirer de cet accord. Et on en vient à votre livre, qui s'appelle donc « Dans mes pas ». Cet ouvrage, c'est une ode à la marche. Vous dites « Marchez, marchez autant que vous le pouvez. Toutes les occasions sont les bonnes pour marcher. Oui. » Pourquoi est-ce si bon de marcher? Marcher, si vous voulez, quand on marche, il n'y a pas que les jambes qui marchent. Il y a la tête qui peut se distraire. C'est un espace de liberté, la marche. C'est quelque chose qui est tellement facile à mettre en œuvre. C'est quelque chose, c'est son propre médicament, au sens que la marche, c'est les belles randonnées, à la journée, si vous voulez, des belles randonnées. Mais vous dites que ce n'est pas seulement pour ceux qui vivent à la montagne, c'est aussi pour les urbains. Oui, il y a des moyens de marcher. Il y a des sentiers partout, vous avez des livres de sentiers. C'est une petite expédition qui est sympa. C'est un lien social, la marche. On voit les gens qui... Parce qu'on fait des rencontres? Oui, mais vous avez des clubs de randonneurs, par exemple. Ils se donnent rendez-vous. La semaine, ils s'appellent. Est-ce que tu es prêt? On fait du covoiturage, on va faire un truc. Il y a une marche, il y a un lien social. Et puis ça lave la tête, quoi. Hein. Et vous dites, il n'est jamais trop tard pour se lancer. Et il faut le faire de manière très régulière, pas 10 km d'un coup et plus pendant 2 mois. Il y a une addiction à quelque chose de bon. La marche est quelque chose de bon, et donc renouveler périodiquement la marche, c'est quelque chose où on devient addict. Encore une fois, c'est ce lien social que crée la marche. Puis on peut marcher en solitaire aussi, dans les bois, etc. C'est une façon de se laver la tête. Puis c'est bon aussi pour l'ensemble de nos fonctions. Et vous avez de bons arguments, vous dites être sédentaire accélère notre vieillissement. Ça peut convaincre. On devient des culs de plomb, moi j'appelle ça. Des culs de plomb assis. On est une civilisation qui est assise. On a eu l'homme qui s'est redressé, si vous voulez. Aujourd'hui, on est assis. Je pense que ça accélère le vieillissement. Je pense qu'il est important de mettre en œuvre son corps. Et la marche est la chose la plus simple, la plus écologique, la plus bénéfique pour le corps. Donc, vous prônez la marche, vous n'êtes pas spécialement en marche, vous-même. Non, je ne suis pas en marche. Il y a des bonnes choses dans En Marche. J'ai voté pour En Marche. Je ne suis pas dans le mouvement, mais je soutiens effectivement les initiatives du président Macron. Et vous avez confiance en Nicolas Hulot ? Oui, Nicolas Hulot est parfaitement adapté pour le job, parce qu'en fait, il connaît parfaitement le sujet. Il a quand même baigné pendant longtemps dans le milieu politique. Aujourd'hui, il est aux manettes. Et donc, je pense qu'il sait faire d'une manière habile, si vous voulez. On l'a vu déjà intervenir plusieurs fois sur des sujets conflictuels. Il a une crédibilité. Donc, quand il s'adresse aux gens, on sait qu'il connaît, qu'il n'est pas forcément un homme politique pur et dur. Il n'est pas à la recherche d'une candidature politique. Il a eu ce poste-là parce qu'il connaît le sujet. Maintenant, c'est le chemin le plus difficile, toujours pareil, entre l'idéal et la réalité. On va quand même s'arrêter sur une note d'optimisme. Ouais. Merci infiniment, Jean-Louis Etienne, d'avoir été notre invité ce soir dans l'entretien. Je rappelle le titre de votre livre, Dans mes pas. Merci encore. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Je vous rappelle le nom de l'invité de demain matin dans Territoire d'Info. C'est François Patria, président du groupe La République En Marche au Sénat, sénateur lui-même de la Côte d'Or. Très belle soirée. Restez au cœur du débat.